pendant cette première heure et demie, ce qu'on nous a demandé, c'était d'aborder la question des grands enjeux du numérique dans la société. C'est pour ça que l'intro qui a été faite là, elle nous va tout à fait. Ça aborde à peu près le large spectre de ce qu'on va voir ensemble. Et vraiment, on va essayer de dézoomer, et puis au fur et à mesure de la journée, on va aller au plus près du terrain et plus de vos quotidiens. Et nous, on va essayer de dézoomer et de prendre un peu de recul par rapport à ça. On va commencer par se présenter. Moi, c'est Romain Lalande. Je suis entrepreneur salarié dans la coopérative Artefact. Et à côté de ça, donc, je travaille dans la coopérative sur les questions d'outils numériques collaboratifs et d'accompagnement de collectifs à la coopération. Je suis aussi bénévole assez actif au sein du Fun Lab, qui est le Fab Lab de Tours, un laboratoire de fabrication numérique. Et du coup, moi je suis Malvina Balm, donc je suis aussi entrepreneur salarié dans la coopérative Artefact. J'y suis arrivée avec une casquette, j'avais travaillé dans la formation professionnelle, notamment dans la lutte contre l'illettrisme, et puis avec un parcours d'études sociologie, anthropologie. Et du coup, j'y ai rencontré des gens qui étaient là, pour le coup, techniciens, mais aussi militants, notamment de communautés du livre. Du coup, on a associé nos compétences en fait pour imaginer, accompagner l'émergence de projets en fait qui mettent le numérique au service de l'innovation sociale et qui mettent vraiment l'humain au centre. En fait, c'est vraiment un principe de base. Voilà. Et du coup, le numérique ne doit pas remplacer, ne doit rien remplacer, il doit accompagner, faciliter, amplifier peut-être des dynamiques, mais c'est vraiment les principes de base. Et du coup, j'interviens aussi dans une association qui s'appelle Coopaxis, et donc qui est un pôle territorial de coopération économique, qui est basé aussi à la pépinière d'entreprise du Sanitas, et qui a pour objectif justement d'accompagner des projets qui répondent à des besoins mal ou non satisfaits en fait, et qui mettent le numérique au service de la mise en place de ces projets. Voilà, on intervient beaucoup sur le Sanitas en lien avec les acteurs du Sanitas, mais pas uniquement. Juste une précision par rapport à la posture en fait dans laquelle on va, d'où on parle. C'est qu'on n'est pas des consultants, en fait, on n'est pas des experts au sens de consultants, donc on ne va pas vous donner une photographie, on va dire, ni scientifique, ni experte de comment nous on voit les rapports de la société, enfin ce que transforme le numérique dans la société. On parle aussi en tant qu'acteur de terrain, parfois animateur de projets, et puis avec ce souci d'observer, d'être attentif à ce qui se passe sur le territoire et de faire circuler les pratiques, en fait, d'être peut-être une chambre d'écho aussi à ce qui se passe, à ce que vous faites. Donc voilà, donc évidemment on est plus au courant de ce qui se fait dans l'agglo que dans le reste du département, mais certains projets vont nous permettre aussi d'aller voir, peut-être aller à la rencontre de certains, voilà, plus largement dans le département, dans l'année à venir. Juste pour repréciser comment on a pensé ce temps-là, c'est que pour nous permettre de dérouler quelque chose d'assez complet, enfin, qui en tout cas pour nous satisfasse, on n'avait pas envie d'être dans l'échange en permanence. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait des temps où on parle et où on accepte des questions qui seraient des questions plus de compréhension, ou vraiment qui visent à clarifier ce qu'on dit si jamais quelque chose n'est pas clair ou s'il vous manque des éléments pour bien le comprendre. Et on va entrecouper ça de deux moments, plus de réactions qui vont vous permettre de réagir si vous êtes en désaccord, ou de prolonger par soit vos expériences, soit vos questionnements. Donc on va essayer juste de distinguer ça de manière à ce que dans le déroulé, on soit le plus efficace possible, quitte à gagner du temps, avoir plus de temps d'échange, et donc de ne pas entrecouper en permanence, mais vraiment de veiller à ce que quand on vous présente des slides, juste, n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas compréhensible en l'état, mais essayez de noter peut-être vos questions quelque part ou vos réactions pour pas les oublier, et on a au moins 2 moments où on va en discuter, et vous pourrez aussi les approfondir dans les ateliers de cet après-midi. C'est vraiment l'enjeu, il est là, c'est surtout d'être tous sur un peu sur un socle de culture commune autour du numérique en arrivant cet après-midi pour que les échanges puissent directement commencer un peu plus loin. C'est comme ça qu'on a imaginé ce temps. Excusez-moi,
pouvez nous expliquer ce que c'est un slide? Enfin, au moins à moi, je sais pas si d'autres chats. Et ben voilà, c'est mon cas. C'est un diapo, d'accord. Alors là, il n'y a pas besoin de pouvoir lire, c'est une illustration. C'est la couleur. Voilà, là ça va être comme ça. Est-ce que là c'est lisible? Au moins ça. Ce qui est important, c'est que vous puissiez lire cette taille de texte. Ok. Eh ben, je vais commencer. On commence toujours comme ça. Ça a été rappelé dans l'intro, mais je vais le redire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une question de tuyaux. Le numérique, il est partout, entre guillemets. Il y a des inégalités d'accès au numérique toujours, mais en règle générale, chacun peut avoir accès à Internet, et la plupart des gens utilisent des outils informatiques numériques reliés souvent à Internet au quotidien, que ce soit dans la sphère personnelle, au boulot, enfin dans tout type de relations. Dans les loisirs, il y a vraiment un rapport au numérique aujourd'hui qui est omniprésent. Et donc ce qui est important de se dire, c'est que s'il n'est plus question de tuyaux, il est quand même question d'accès. La question de l'accès au numérique, si c'est plus une question d'accès technique, de capacité à y accéder par la techno, c'est vraiment une capacité d'y accéder culturellement, cognitivement, quoi. Donc, ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est que le numérique, ça devient vraiment un savoir de base, et que pour pouvoir être pleinement citoyen de la société dans laquelle on vit, il va s'agir de pouvoir se l'approprier. Et donc d'en avoir à minima les connaissances qui vont nous permettre de faire des choix éclairés quand on va l'utiliser. Ça, c'est vraiment l'élément de base qui va nous guider, je pense, aujourd'hui. C'est de prendre conscience que c'est pas parce qu'on est consommateur de numérique et d'outils informatiques qu'on a la capacité à comprendre ce que ça engage de les utiliser. Nous, c'est pas forcément le cas. Nos publics, peut-être encore moins. Donc c'est vraiment autour de ça qu'il faut être en attention. Moi je retiens ce qui a été dit en intro, c'est pas parce que un jeune utilise un outil, une appli en permanence qu'il va avoir conscience de ce que ça engage en termes de données personnelles, en termes de vie privée, en termes de posture de la personne par rapport à son usage du numérique. Et aujourd'hui, on va être aussi dans des usages qui vont être très consuméristes du numérique. On va télécharger une appli, on va se dire tiens, ça peut m'être utile, je vais le télécharger, l'utiliser. Et on n'est pas forcément dans une culture de la contribution au numérique, et ni dans des capacités à contribuer au numérique. On a l'impression qu'une appli, c'est complexe, et que Internet, c'est un endroit où on va aller pouvoir trouver des choses. Mais en fait, Internet, c'est aussi un endroit auquel on va pouvoir contribuer, on va pouvoir participer à construire, en fait. C'est un endroit qui nous appartient à tous. Donc on est vraiment sur ces enjeux-là. En 2013, il y a un rapport du Conseil national du numérique, citoyen d'une société numérique, qui est sorti, qui fait vraiment état de ça, et qui parle de littératie numérique. Littératie numérique, si je le résume rapidement, ça va être comprendre ce qu'il y a derrière l'usage technique de quelque chose, donc en l'occurrence du numérique, pour avoir les connaissances de base, on est bien sur la notion de savoir de base, de l'environnement, du contexte, de l'environnement culturel qui sous-tend quand on utilise ces outils-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est aussi parce que Internet nous vient de là. Internet est issu de... En fait, si on le résume en le caricaturant un peu, c'est issu du croisement entre des cultures hippies aux États-Unis et des chercheurs de labo de recherche aux États-Unis. Pas Internet technologiquement, je ne m'engagerai pas sur cette voie-là, c'est jamais facile de savoir technologiquement d'où ça vient, mais en tout cas, culturellement, ce qui a contribué à faire d'Internet, au-delà d'un objet technologique, un enjeu et un objet politique, c'est vraiment ce croisement de ces cultures-là. Et donc, qu'est-ce qu'il amène, ce croisement de cultures? Il amène à une culture du partage de la contribution. Ça veut dire qu'on aurait pu faire d'Internet quelque chose de bridé qui aurait permis à certains groupes de nous amener une information. Et bien, ces croisements-là, ces coïncidences culturelles-là, ont fait que, grâce à des passeurs qui ont fait les ponts entre ces mondes-là, on en a fait quelque chose de très capacitant, qui permettait vraiment de s'émanciper, qui était un endroit finalement, qui était un bien commun, Internet, auquel chacun pouvait contribuer et sur lequel chacun avait plaisir. Tout ça, juste d'un point de vue technique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Internet, c'est juste des liens entre des ordinateurs. Que cet ordinateur-là, on l'appelle serveur ou qu'on appelle ordinateur personnel, Internet, c'est simplement le protocole qui fait que deux ordinateurs vont pouvoir communiquer à distance.
Et quand on se connecte sur un site, on se connecte sur un serveur qui en fait est un gros ordinateur. Et ça, il faut le garder à l'esprit, parce que c'est en s'appuyant là-dessus qu'à un moment donné, au début d'Internet, les gens se sont dit, super, on va pouvoir mener des projets collectifs au-delà des frontières et au-delà de notre territoire physique immédiat. Et c'est vraiment de ça qu'est né Internet. Donc c'est vraiment imprégné de cette culture-là, Internet, de cette culture libre. Culture libre qui fait en fait écho aux mouvements coopératifs en Europe qui se sont développés à la même période, voire avant, au mouvement de l'éducation populaire, et on est vraiment sur ces mêmes cultures-là, cette culture de la capacitation, cette culture de renforcer le pouvoir d'agir. Et Internet au début c'était vraiment ça, et c'est en ça aussi que c'est un savoir de base qu'il faut pouvoir s'approprier. Si on veut que ce soit un outil qui soit pas avilissant, pas asservissant, et qu'on ait la maîtrise de ce qu'on utilise, il faut avoir la culture de base minimum autour de ça. Sauf que cette utopie de départ, elle est en danger. Et là, je vais citer des marques. Google, Facebook, Apple, Microsoft. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les GAFAM. C'est un peu le nom, ça rime avec infâme. Et ces GAFAM-là, c'est eux en fait qui sont en train de nous voler cette utopie de départ depuis un certain nombre d'années et qui font qu'Internet, qui était un espace ouvert sur lequel chacun avait prise, en le rendant dans l'imaginaire, en le rendant complexe, on dit aux gens que c'est simple de télécharger une application, mais c'est très compliqué d'investir soi-même Internet. On met des applications à disposition qui sont tellement simples que ça devient presque inutile d'aller voir ailleurs. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'aujourd'hui, en donnant 5 noms de marques, on cite la majeure partie des applications disponibles et des usages qui sont faits du web. Par les gens. Pas forcément par les développeurs ou par les grosses entreprises, par les gens. Et aussi, en grande partie, par un certain nombre d'entreprises. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit qu'aujourd'hui, la majorité des usages sont guidés, sont contrôlés par 5 ou 6 grosses multinationales. Ça veut dire que le choix de départ qu'on avait de la manière dont moi je vais aller m'engager sur le chemin de l'Internet, aujourd'hui, il est déjà défini pour nous. Je télécharge une appli, on a décidé de la manière dont je vais aller rentrer sur le web, des conditions que j'allais mettre pour que chacun y contribue et de mes droits en fait sur Internet. Il pose une autre question derrière, c'est la question des données personnelles et de tout ce qui va aller avec. C'est on était sur un réseau distribué, Internet. Ce réseau aujourd'hui, il est décentralisé, voire centralisé. Si on prend l'idée des applications, ça veut dire qu'avant, on était tous contributeurs d'Internet, donc on était un point dans la toile. Si on disparaissait, c'était pas très grave. Notre service disparaissait, on pouvait faire autre chose, on pouvait aller ailleurs, parce que tout le monde avait encore cette habitude de contribuer et qu'on pouvait aller utiliser notre service. Aujourd'hui, on est centralisé. Demain, Google disparaît. Si on n'a pas pris conscience de ce qu'on pouvait faire avec Internet, on ne sait plus quoi en faire d'Internet. Ça veut dire que c'est vraiment dans notre rapport de négociation aux outils qu'on utilise, c'est pas le consommateur qui décide. C'est le consommateur qui subit et qui est obligé d'aller vers des solutions que finalement il ne comprend pas, donc on n'a pas un vrai choix. Quand on passe un contrat avec n'importe qui, la première chose qu'on apprend en droit, c'est qu'il faut qu'au moment où on signe, ce soit un choix éclairé. Un choix éclairé dans un contexte où on va devoir comprendre une charte d'engagement de 15 pages quand on ouvre un compte chez Google. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit un choix éclairé. Et pour nous, l'enjeu, il est vraiment là, c'est de revenir à cette utopie de départ. Et aujourd'hui, quand on parle de lien entre ordinateurs, ça se voit aussi dans l'économie. Ça veut dire que tout ce qui est économie collaborative, les Uber, les Blablacar, tous ces systèmes-là qui vont mettre en lien des demandeurs et des offreurs sur une plateforme et qui va les relier directement, en tout cas c'est ce qu'ils disent, en fait il va y avoir un intermédiaire qui va encore être un nouveau monopole. Et ce nouveau monopole, on n'a pas de prise sur lui parce que comme la majorité des flux passent par lui, on n'a pas trop de choix que de l'utiliser. Et donc ce dont il faut prendre conscience, c'est que là il y a une grosse bataille qui se joue ces années-là pour savoir qui va prendre le pouvoir. Est-ce que ce qui va prendre le pouvoir c'est un Uber qui va définir ses conditions et pouvoir augmenter là il y a quelques semaines de 10% ses marges sur les transactions qui vont circuler, tout le monde voit Uber? Ouais. Ou est-ce que ça va être un covoiturage libre qui est une plateforme qui peut prêter à sourire, mais qui là est en train de remonter en puissance et de dire non, nous on veut un outil qui est pris en charge et dont le contrôle est assuré par les gens qui l'utilisent. Donc on a vraiment cette bataille-là qui se joue, et c'est pas une bataille de hippies, quoi.
C'est pas une bataille de Davos dans la campagne. C'est vraiment la bataille du quotidien et il faut vraiment se démarquer de cette image-là. Parce que si hippie ça fait rigoler, en fait, la culture hippie des États-Unis, je préfère vraiment leur dire, mais c'est vraiment un parallèle à la culture de l'éducation populaire qu'on peut avoir ici, sur le numérique. Et cette culture du partage, elle est vraiment indispensable à prendre en compte. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié, parce que... Est-ce que ça va là, jusque-là on n'a pas de questions particulières. Et donc ça nous amène au Fab Lab, dont je vais me servir pour illustrer un peu ça de manière plus concrète. Ça a été évoqué la question du partage de connaissances sur Internet. C'est un des gros enjeux. C'est que Internet, avant tout, ça relie des ordinateurs, mais relier des ordinateurs, ça permet avant tout de partager des connaissances. Et de cette culture originelle d'Internet, sont quand même amenés aujourd'hui des projets qui s'inspirent de cette culture-là et qui la conservent, dont les Fab Labs. Les Fab Labs, je pense que certains voient ce que c'est des lieux où on va mutualiser plusieurs choses. On va mutualiser des machines de fabrication numérique, comme des imprimantes 3D. Ça veut dire qu'on part d'un modèle de fabrication numérique, on va pouvoir le transformer en ordre pour une machine et ça va nous fabriquer un objet. Donc on automatise une certaine partie du processus et ces lieux-là, on les retrouve dans un grand nombre de lieux. Donc on mutualise ces machines-là, mais on mutualise aussi des gens. C'est vraiment un lieu qui vit, un tiers-lieu qui va faire se croiser des gens différents. Des entrepreneurs, des artistes qui sont venus faire des prototypes, mais aussi des familles qui viennent faire de la déco, quoi. Et donc dans ce lieu-là, on va pouvoir trouver de la ressource matérielle, mais aussi de la matière grise et des gens qui vont s'entraider et faire du partage de connaissances autour de la fabrication du monde. Pourquoi j'en parle, et je parle en particulier des Fab Labs, c'est parce que les Fab Labs, sur le petit schéma d'avant distribué, ils sont organisés de manière distribuée. Ça veut dire qu'il peut y en avoir dans chaque ville, voire dans plusieurs quartiers d'une ville, et que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des machines similaires, que du coup, d'un Fab Lab à un autre, on va pouvoir fabriquer le même objet à partir d'un plan qui sera envoyé par Internet, et qu'il y a cette culture de la contribution. Ça veut dire qu'un projet réalisé dans un Fab Lab, la plupart du temps, il est documenté, ça veut dire qu'on partage le plan, on partage le processus de comment on arrive à produire l'objet, et un autre Fab Lab va pouvoir le reproduire, l'améliorer et le repartager pour nous faire bénéficier de ces améliorations. Et cette culture du partage-là, j'ouvre mon expertise, je la partage pour que d'autres puissent y ajouter la leur, et que quand on fasse un effort, qu'on fait un effort de production, de réflexion, il s'ajoute à celui des autres, et au contraire, on ne réinvente pas quelque chose qui est déjà fait. Ça, c'est dans l'ADN des Fab Labs, et ça, c'est dans l'ADN d'Internet. Est-ce que vous avez un autre exemple de projet en ligne comme ça qui... Voilà, ouais. Wikipédia, c'est exactement ça. Wikipédia, c'est une encyclopédie et on s'est dit peut-être que la connaissance cumulée des gens, scientifiques et non scientifiques, elle sera plus efficace que la connaissance cumulée de 15 chercheurs sur un encyclopédia universaliste. Et donc on s'est approprié Internet pour créer une encyclopédie collective. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Internet, ça permet ça, et sur tous les champs, sur tous les secteurs, même certains dont on ne peut pas ne pas avoir conscience. Ça, c'est pour la culture générale d'Internet. On va revenir sur vos post-it juste après pour voir justement ce que vous en avez sorti. Est-ce qu'on a le même imaginaire derrière ce que vous mettez sur les impacts numériques? Excuse-moi, est-ce que tu vas, parce que tu nous as cité 5 groupes de monopoles, est-ce que tu vas parler justement de ceux qui sont à l'inverse sur le partage Ouais, on peut faire un point là-dessus si ça vous intéresse. On va essayer de faire un peu après. Mais, de faire connaître les alternatives. On va le faire. Je connais grâce à mon collègue, mais sinon je ne sais pas si je comprends. En fait, là, j'avais évoqué les logiciels libres qu'on allait réaborder après. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un logiciel libre? Qui sait ce qu'est un logiciel libre dans la salle? On va quand même faire un point rapidement. Hein? Voilà, libre, ça ne veut pas dire gratuit. Et si vous êtes gratuit, vous êtes le projet.
Non, libre, c'est en fait, il n'y a pas une vraie définition de ce qu'est un logiciel libre. Par contre, une définition qu'on admet dans nos réseaux, nous, c'est qu'un logiciel libre, il permet de voir le code source. Ça veut dire que quand je vais l'utiliser, si je suis programmeur, je peux savoir ce que va faire le logiciel dans son code. Je vais avoir accès au code qu'il y a derrière. Donc je vais pouvoir comprendre ce qu'il va exécuter comme ordre sur ma machine. Donc on a une vue, une transparence sur ce qu'il va faire. Si je suis pas programmeur. Et si on n'est pas programmeur, on fait confiance à des communautés. En France, on a par exemple Framasoft qui installe un certain nombre d'outils libres qu'on peut utiliser gratuitement. Ou en les finançant via des dons. Pour qu'ils puissent continuer à le faire gratuitement sans utiliser nos données personnelles. Donc eux, c'est des garants en fait. C'est des communautés dans lesquelles on va avoir confiance. Et ces communautés-là, ça peut aussi être des forums, ça peut aussi être notre entourage personnel. C'est juste que c'est possible. Ça veut dire que j'achète une voiture, je me fais aider par un collègue qui s'y connaît pour savoir si elle est en bon état. Parce qu'on peut ouvrir le capot. Là, c'est la même chose. C'est que tout le monde ne va pas pouvoir le faire, mais on va pouvoir faire confiance à d'autres. Toujours cette notion de confiance de toute manière, pour savoir ce qui va se passer. Et la deuxième condition, vous pouvez peut-être imaginer par rapport à ce que j'ai dit avant, pour qu'un logiciel soit libre, vraiment libre, c'est qu'on va autoriser tout le monde à l'utiliser pour tout usage. Donc certaines assos, certaines structures vont mettre à disposition un logiciel libre gratuitement, mais en fait ça a un coût d'hébergement. Ça veut dire qu'ils nous offrent le coût d'hébergement et ils nous offrent le temps humain passé à l'installer. Et ça veut dire que moi, si je sais faire, je peux l'installer gratuitement, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, commercialement ou pas, pour tout usage. Et la troisième règle, c'est que si le logiciel ne me convient pas tout à fait, je peux le modifier. Donc on va se retrouver avec un logiciel qui est libre au départ. Je peux l'installer, je peux en faire ce que je veux, et si malgré tout il me manque quelque chose, je peux payer un programmeur ou le faire moi-même si je suis programmeur, et je peux le modifier pour qu'il corresponde à mon usage. Et les communautés qui sont sur cette culture-là du partage et de la contribution de tous, à un moment donné, elles ont aussi des logiciels et des manières de développer les logiciels qui diffèrent. Ça veut dire qu'on n'a pas une entreprise qui va proposer un logiciel qui sera packagé tel qu'ils l'ont décidé et qui vont prendre certains retours d'utilisateurs. Là, tout le monde peut faire 15 versions parallèles. Et la personne qui était sur la version d'origine peut dire « Ok, j'intègre ça parce que ça va bien dans mon état d'esprit ». Mais s'il ne l'intègre pas, on a toujours la version parallèle qui existe et qui est partagée. Donc on est sur quelque chose d'assez personnalisable et surtout sur quelque chose de très contributif. Ça veut dire que chacun va pouvoir y contribuer et que la contribution de chacun va être reversée dans le pot commun. On n'a pas le droit de s'approprier un logiciel libre, enfin un logiciel vraiment libre. On n'a pas le droit de le modifier et de dire maintenant, vu que je l'ai modifié, ma modification m'appartient. Non, non. Ma modification, je la reverse aux communautés qui m'ont permis de disposer de la première version. Donc c'est aussi une autre manière de penser, une autre manière de développer et une manière un peu plus globale de penser la production d'outils numériques. C'est aussi de se dire qu'on est une communauté humaine mondiale et que de réinventer la roue pour un pseudo modèle économique qui ne serait pas assuré si on ne protégeait pas par un brevet son logiciel, en fait ça c'est une grosse perte d'un point de vue du temps humain qu'on a à vivre, quoi. Ça veut dire que je vais refaire ce que quelque chose a déjà fait, donc mon bilan, une fois que j'arrive à la retraite de à quoi j'ai contribué dans la société dans laquelle je vis, finalement, il est assez faible. Donc, si on s'est tous mis ensemble et qu'on se tire la main et qu'on contribue tous à des logiciels libres, forcément, on aura eu un apport à l'humanité qui sera un peu plus conséquent. Donc, on est aussi sur la question d'humanité numérique et de qu'est-ce que je mets dans le pot commun quand je contribue au numérique. Mais ça, c'est pas réservé aux développeurs. On a l'exemple de Wikipédia, on va d'autres exemples après. Et tout l'enjeu pour nous, ça va être vraiment de voir comment on peut aussi, que ce soit entre nous ou auprès des publics, faire passer les gens dans cette posture-là. Et qu'il n'y a pas de micro-contribution, que chaque contribution va avoir du sens. Que si je vais sur Wikipédia, que je prends mon quartier et que j'ajoute une photo de la chaufferie du Sanitas en libre pour que tout le monde y ait accès, parce que c'était important à un moment donné sur le Sanitas, c'est une contribution et qui aura du sens pour certains. Aujourd'hui, on a fait un atelier sur la photo il n'y a pas très longtemps, il n'y a aucune photo de la chaufferie libre disponible sur Internet. La chaufferie qui est détruite là, que vous ne pouvez plus voir, qui était derrière, qui était un monument assez emblématique du Sanitas, il n'y a aucun moyen d'utiliser une photo sans demander à un auteur. Ça veut dire que si les 4 auteurs qui ont une photo disponible là en ligne disent non, il n'y a aucune photo. Donc on y perd aussi. Que si c'était dans notre culture de base de partager automatiquement en libre, etc. Donc ça a vraiment du sens, même des micro-contributions sur Wikipédia, il y a des gens qui vont juste corriger des fautes parce que c'est ça qu'ils savent faire, c'est ça qu'ils veulent faire. Et à l'échelle d'un quartier, c'est exactement la même chose. C'est une culture de la contribution qu'on retrouve dans la majorité sûrement de vos projets, quand on invite des habitants à participer.
il n'y a pas de petite contribution. Il y a un esprit collectif de contribution et chacun amène ce qu'il a envie d'amener, ce qu'il a la capacité d'apporter à un moment donné dans un projet collectif. Et ça, on le retrouve sur la culture numérique. Je repasse à la suite. Et donc, on arrive aux questions de posture. Ça a été dit dans l'intro aussi. Le numérique, c'est un outil qui va pouvoir augmenter quelque chose de préexistant. Donc le numérique, c'est quelque chose qui potentiellement peut nous servir à coopérer. Si on s'inspire de la culture numérique avec un Wikipédia ou des codes libres, on va pouvoir coopérer. Ok. Mais à quelles conditions on va pouvoir coopérer? On va pouvoir coopérer si déjà humainement on est en capacité de coopérer. Vouloir, savoir, pouvoir coopérer. Ça veut dire qu'il faut vouloir. Il faut avoir compris l'intérêt de faire ensemble plutôt que de faire seul, de faire avec plutôt que de faire contre. Ce n'est pas forcément évident quand on a des enjeux financiers derrière, quand on a des enjeux aussi de subvention, de tout ça. Il va falloir savoir coopérer. Ça veut dire qu'il va falloir être outillé, que ce soit en méthode, en posture. Il va falloir être outillé pour savoir comment on fait ensemble alors qu'on a été, à un certain moment de notre vie, peut-être formaté pour ne pas coopérer. Ça, c'est important. Il va falloir pouvoir coopérer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que le contexte y soit favorable. Que ce soit le contexte institutionnel, que ce soit le contexte individuel de chaque personne qui compose le groupe à un moment donné, que ce soit les moyens dont on dispose. Donc il faut savoir, il faut pouvoir, il faut vouloir coopérer. Ça, c'est un essentiel. Et donc dans tout ça, on va retrouver juste les indispensables des groupes classiques. Donc il va falloir pouvoir être dans une relation de confiance. Et à chaque fois, il va falloir vouloir, savoir, pouvoir chacun de ces éléments-là. La confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète, ça va prendre longtemps. Mais il va falloir pouvoir être dans une relation de confiance. Il va falloir qu'on ne soit pas contraint par un contexte qui fasse que cette relation de confiance, elle n'a pas raison d'être. Il va falloir être en confiance. Pour être en confiance, il va falloir des représentations communes, et ça va se construire sur la durée. Là, je vais aller assez vite parce qu'on n'est plus sur le numérique, mais on est sur des prérequis indispensables. On verra après pourquoi. Il faut des règles communes. Ça, c'est indispensable aussi. Et c'est quoi les conditions de la contribution dans un collectif déjà? Qui peut contribuer? De quelle manière? Pourquoi? Quelle finalité on met dans notre projet collectif? C'est quoi notre envie commune? C'est quoi qui fait que chacun va y passer du temps? Et c'est quoi les règles de cette contribution pour que chacun fasse le temps qu'il avait prévu et que chacun se retrouve avec cette finalité commune, on est bien en tête tout le long du temps. Et le dernier point, c'est la gouvernance collective. Ça veut dire que si on est sur une organisation, il va falloir trouver un mode de gouvernance qui fait appel aux règles, mais qui fait appel aussi à tout le reste. Ça, c'était assez général. Et pourquoi je le mets? Parce que, en fait, il y a des centaines d'outils numériques. Ça veut dire que, aujourd'hui, quoi que je veuille faire avec le numérique, à peu près, il y a un outil qui va exister pour moi. Donc c'est quoi l'enjeu de cette profusion, ce qu'on va retrouver derrière, que ce soit comme risque ou comme point positif? Le point positif, c'est qu'on a un outil pour quasiment presque tout faire. Le point négatif, c'est que si on ne sait pas à quoi on va servir l'outil, on peut être embarqué dans un outil qui va nous contraindre à un mode de fonctionnement qui ne sera pas neutre. D'où l'intérêt d'avoir clarifié ce mode de fonctionnement et qui est en fait intimement humain. C'est que si un groupe déjà sans le numérique ne parvient pas à s'organiser, n'a pas des méthodes pour que chacun s'exprime, pour libérer la parole, ça va être un outil qui va exacerber des postures déjà présentes au sein du groupe. Si on a un conseil citoyen qui est parasité par une collectivité à un moment donné, les outils numériques ils vont pouvoir être des outils de contrôle. Si on a la confiance, si la gouvernance a été collective, si les règles ont été définies en commun, alors le numérique va pouvoir exacerber ça et faire en sorte que, même à distance, on puisse continuer à coopérer, que chacun puisse libérer sa parole s'il n'arrive pas à le faire pendant une réunion, et ça va pouvoir être un outil fabuleux. Mais il y a les conditions qu'on vient d'évoquer juste avant. Ces deux conditions, c'est que c'est un outil égal à un usage. Ça veut dire qu'avant d'utiliser l'outil, on a nos règles de gouvernance, et donc on sait c'est quoi notre usage, on sait pourquoi on veut s'en servir. Donc il y a l'usage, il y a la finalité, il y a l'intention finalement qu'on va derrière. Si moi, mon usage, c'est de faire travailler ensemble un groupe d'habitants avec un groupe de professionnels pour réaliser un objectif commun qui serait d'organiser un événement. Alors on sait qu'on veut organiser un événement et on a peut-être besoin d'un outil pour se partager les tâches
avoir une vue sur les tâches des autres et pouvoir être en alerte si quelqu'un est en retard sur le planning et a peut-être besoin d'aide. Là, on va pouvoir utiliser un logiciel de gestion de projet tel que Trello. Parce qu'on sait quelle éthique on a derrière, qu'on va avoir un outil totalement ouvert sur lequel chacun va pouvoir choisir les tâches qu'il a envie de réaliser. Si je suis directeur de centre social et que j'ai l'habitude de relations hyper hiérarchiques avec mes salariés, qui eux sont en contact avec les habitants sur un même type de projet, je vais pouvoir en faire un outil que les salariés vont simplement vouloir venir consulter le matin, savoir quelles tâches ils doivent réaliser, et donc vers où ils doivent mener les habitants pour réaliser leur objectif. Et être sur quelque chose de fermé sur lequel personne n'aura de capacité de choix, qui deviendra un outil de contrôle et de vérification des tâches à venir. On a un même outil, on a un même projet, donc apparemment un même objectif commun, mais dans la méthode et dans ce qu'on met derrière, et dans en fait l'intention qu'on met derrière l'utilisation de l'outil, on est sur des résultats produits complètement différents. On va démobiliser les habitants parce que finalement ils n'auront aucune liberté de choix, vu que de toute manière, les professionnels avec qui ils seront en lien, ils ne vont pas pouvoir les suppléer, vu qu'eux ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, et qu'ils n'ont pas non plus le choix là-dessus. Donc il y a vraiment la question de la gouvernance collective de la diapo d'avant, c'est vraiment ça. C'est vraiment que la gouvernance est effectivement collective et qu'il y a une place qui est attribuée à chacun. Et donc qu'on repense les rapports de pouvoir. Ou qu'on les fait perdurer si on est déjà dans des rapports de pouvoir partagés. Ça veut dire qu'il faut partager aussi les responsabilités de chacun. C'est que mon pouvoir, je vais devoir le partager, mais ça ne veut pas dire que le directeur ou la directrice qui a tout le pouvoir et qui se contente de ça, c'est quelqu'un de mauvais ou qui a des mauvaises intentions. C'est juste qu'il va falloir avoir le pouvoir, vouloir. Donc on est sur quelque chose d'humain qui ne remet pas en cause la personne, mais juste il va falloir peut-être que la personne prenne conscience de ce qu'elle gagne à coopérer et à déléguer du pouvoir et à le partager ce pouvoir. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est que peut-être que je vais pouvoir être un peu plus dans l'action, peut-être que j'aurai moins de pression, peut-être que j'aurai des meilleures conditions de travail si je partage ça. Et donc il faut être rassuré aussi sur le fait que c'est possible de le faire, que le numérique peut nous aider, mais qu'avant ça, il y a des techniques qui permettent de mieux partager ce pouvoir. Donc c'est pas une remise en cause d'une personne, d'un collectif, c'est juste qu'il faut que chacun au sein du collectif arrive à faire cette transition de posture. Et là, je n'ai pas beaucoup parlé d'outils numériques, hein, mais on en a peut-être pas besoin. Donc je finis là-dessus. C'est que le numérique, même collaboratif, ça veut dire qu'on a la capacité chacun à agir dessus, il peut être asservissant. Ça va. Et donc l'enjeu, c'est la question des postures. C'est qu'il faut passer d'une posture de consommation à une posture de contribution. Et qu'une fois qu'on a fait ça, on trouvera un outil adapté à ce qu'on a envie de faire. Et qu'on trouvera un projet sur lequel s'appuyer. Et que peut-être ce ne sera même pas un outil numérique.